bienvenue pour ce nouveau live avec notre invité Christophe André. Avant qu'on commence et qu'on vous présente un petit peu l'émission d'aujourd'hui, je rappelle, donc déjà je me présente quand même pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Aline Frazier, rhumatologue à la Riboisière, et on m'a demandé de vous prévenir ou de vous rappeler nos façons d'échanger pour ce live. Donc s'il vous plaît, coupez bien vos micros pour limiter le risque d'interférence et d'écho. Vous pouvez laisser vos caméras allumées ou éteintes selon ce que vous préférez. Vous pouvez poser tout de même des questions en direct si vous n'avez pas pu les envoyer à l'avance par mail dans le chat. Je vois que certains commencent à nous envoyer des petits messages de bonjour dans le chat, donc vous savez vous en servir. Vous pouvez nous écrire des petits mots et je suis accompagnée comme d'habitude de la Dream Team, Clémence et Olivier, à qui je passe la parole. Bonjour, je suis Clémence de Maison. Je coordonne les programmes d'éducation thérapeutique en rhumatologie à l'hôpital Lariboisière. Et comme au précédent live, je serai votre porte-parole aujourd'hui et je poserai à Christophe André, à Françoise, notre patiente experte, et à Hélène, notre kiné qui pratique également la méditation, toutes les questions que vous nous avez envoyées par email. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Olivier Père, je suis attaché de recherche clinique dans le service de rhumato à la Riboisière et puis également hypnothérapeute. Et aujourd'hui, comme à chaque live, je vais m'occuper de retranscrire vos questions par oral qui seront posées sur le chat. Donc n'hésitez pas à utiliser le bouton converser en bas de votre écran de manière à poser vos questions directement par écrit, donc je poserai les questions en fonction des personnes sollicitées. Bonjour, je suis Hélène Poineau, je suis kinésithérapeute et je suis aussi instructeur en méditation de pleine conscience. Donc bonjour chers patients, les aidants aussi, et puis bonjour mes très chers collègues. Alors nous sommes ravis de nous réunir pour un nouveau direct Covid-19 et rhumatisme inflammatoire chronique. Pour animer ce direct, nous avons la joie d'accueillir un invité spécial. Bonjour Christophe André et bienvenue dans notre live. Pour ceux qui vous ne connaîtraient pas, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, vous êtes spécialiste dans le traitement et la prévention des troubles émotionnels. Vous avez fait connaître en France la méditation de pleine conscience dans la pratique du soin. Vous avez contribué à former de nombreux soignants, médecins et paramédicaux, mais aussi à faire découvrir cette technique au grand public via des conférences et de nombreux livres. Juste pour en citer quelques-uns, mon préféré, Méditer jour après jour, mon préféré parce que j'ai démarré ma découverte de la méditation avec ce livre. 3 minutes à méditer, La vie intérieure, Imparfait, libre et heureux et beaucoup d'autres. Nous sommes vraiment très heureux, Christophe, d'échanger avec vous sur l'intérêt de la pratique de la méditation de pleine conscience en rhumatologie pour les patients souffrant de rhumatisme inflammatoire chronique, patients confrontés à la douleur physique, mais aussi la douleur émotionnelle, dans un contexte très particulier qu'est la Covid-19. Aussi, nous sommes ravis de vous écouter. Merci beaucoup pour votre invitation. Moi, je suis toujours ravi de pouvoir participer à des rencontres comme ça entre patients et soignants. Je trouve que vraiment, c'est quelque chose qui dessine les contours de ce que devrait être la médecine en permanence. Donc, j'ai l'impression que ce travail que vous faites dans le service est vraiment très réussi, très aidant. Et puis, c'est vrai que ça me permet de retrouver Françoise, qui est une patiente que j'ai connue lors de nos groupes de méditation à l'hôpital Sainte-Anne. Et donc, je suis vraiment très content de ce petit échange. Alors, ce dont nous avions convenu, c'est que... Je crois qu'il y a un problème technique avec... Ça coupe, Christophe. Ah, il a disparu de nos écrans.
Peut-être Françoise. Françoise, vous nous entendez, Christophe? Votre micro est éteint, Christophe. Ah, ça y est. Normalement, il est rallumé. Bon, on vous entend parfaitement. Excusez-moi. Du coup, on n'a pas entendu la fin de la phrase. Eh bien, Françoise au groupe de méditation et après, on n'a plus la suite. Je disais que j'étais content, voilà. Tout le monde est content. Et ce qu'on avait prévu, c'est que je fasse un petit topo pendant une vingtaine de minutes pour expliquer un peu peut-être aux personnes qui ne connaissent pas, ou faire quelques rappels en tout cas sur la méditation. Donc ce que je voulais rappeler finalement, c'est que la méditation, c'est quelque chose dont on parle beaucoup depuis quelques années, pas seulement en France d'ailleurs, mais au fond dans le monde entier. Vraiment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une très vieille histoire, la méditation. Ça fait plus de 2 millénaires que les humains méditent, mais ce qui rendait compliqué le fait d'utiliser la méditation, par exemple, dans le domaine de la santé, comme le sujet que nous sommes en train d'aborder ce soir, comme le travail qui est fait avec beaucoup de nos patients, c'est que cette méditation était enseignée dans des contextes religieux. Pour apprendre à méditer, il fallait aller dans des monastères, il fallait intégrer tout un tas de rituels. La révolution qui s'est produite il y a une trentaine d'années, 30-40 ans maintenant, c'est qu'on a mis au point des méthodes de méditation laïques. Et la méthode de méditation la plus utilisée actuellement au monde, et d'ailleurs quand vous entendez parler de méditation dans les médias, en général, c'est cette méthode dont on parle, cette méthode à laquelle on fait référence, c'est la méditation qui s'appelle la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, on faire un ou deux petits exercices brefs pour que vous compreniez un petit peu concrètement de quoi il s'agit. Mais en gros, la méditation de pleine conscience nous invite à nous poser dans l'instant présent. Parce que très souvent, nous ne vivons pas au présent, mais nous vivons au futur, nous préparons les moments suivants, nous anticipons, nous pouvons anticiper aussi des conséquences de ce que nous sommes en train de vivre, ou bien nous vivons dans le passé, nous regrettons, nous ressassons. Bref, ce que veut nous apprendre la méditation de pleine conscience, c'est de temps en temps à nous arrêter et à nous poser dans l'instant présent. Alors on va voir ça plus précisément tout à l'heure. Ce qu'il y a de nouveau, vraiment, dans cette façon de méditer, c'est que d'abord, c'est une méthode de méditation laïque. Et c'est pour ça qu'on se permet de la proposer à l'hôpital ou à l'école, par exemple. L'hôpital, c'est un lieu républicain où on respecte les croyances de chacun, mais où on n'a pas à faire de promotion du bouddhisme, de ceci, de cela. Et donc, cette méditation de pleine conscience, j'insiste parce que pour beaucoup de personnes, ça fait un peu peur, ces histoires de méditation, mais là, on est avec un outil laïque, un outil de soin. Deuxièmement, la méditation de pleine conscience, c'est une méthode qui est d'apprentissage facile. Vous verrez que l'initiation se fait à peu près en 2 mois. Alors après, on va perfectionner ça toute sa vie. Hein. C'est comme beaucoup de choses simples, on va les approfondir tout au long de notre vie, mais l'apprentissage peut être assez rapide. Et le troisième point, et là aussi c'est pour ça qu'on utilise cette forme de méditation en médecine, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup d'études scientifiques qui montrent que pour un patient et pour quiconque d'ailleurs, mais surtout pour les patients, méditer fait du bien. Méditer aide à mieux résister à la douleur. Méditer aide à équilibrer ses émotions. Méditer aide à mieux faire face au stress. Donc, ces 3 raisons, la laïcité, la facilité
et puis la validation scientifique font que cette méditation de pleine conscience connaît un grand succès aujourd'hui. Et puis il y a aussi une autre raison, c'est que finalement, là on sort un peu du domaine de la santé, elle nous apprend à prendre notre temps. Nous vivons une époque qui nous pousse à faire les choses rapidement, à réagir à toute allure, à trop consommer, à trop accélérer, à trop nous disperser aussi avec les écrans. Et au fond, quand on médite, on tourne un peu le dos à tout ça, on offre à son corps et à son cerveau une parenthèse dans laquelle on se contente de se sentir en vie, d'observer ce que c'est que d'être vivant, d'être présent au monde et d'être présent à soi. Ce sont les moments où on médite, c'est des moments où vraiment on se rend présent à ce qu'est notre vie, au lieu d'être dans la dispersion ou dans la distraction. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Alors, pour ne pas faire trop de généralités, et pour les personnes donc, qui nous écoutent et qui ne sauraient pas trop en quoi ça consiste, c'est très simple la méditation. On peut faire un tout petit exercice tous ensemble, comme ça, de ce qu'on appelle la pleine conscience. Ça consiste simplement à s'arrêter de faire des choses. Par exemple, si certaines et certains d'entre vous sont en train de suivre cette conférence en regardant en même temps leur SMS ou leur mail ou des choses comme ça, je les invite à lâcher, pour le moment en tout cas, après ils pourront le reprendre évidemment, à lâcher tout ça et à ne rien faire d'autre que d'observer ce qu'est notre expérience ici et maintenant. Et donc, notre expérience, c'est quoi? C'est tout simplement que nous sommes toutes et tous, j'espère en tout cas, en train de respirer à cet instant. Et donc, on commence souvent dans les exercices en prenant conscience de notre respiration, en prêtant attention à notre respiration. Donc là, à cet instant, on peut tous prendre le temps de ressentir notre respiration. Notre souffle, à chaque inspiration, fait entrer de l'air dans notre corps. On sent le passage de l'air dans notre gorge. Et comment, à chaque expiration, l'air ressort. Et quelles sont les sensations liées à cette conscience de la respiration? On sent le passage de l'air, on peut sentir notre poitrine et notre ventre s'élever, s'abaisser. Mais en prêtant attention à cet instant, on prête tout à coup peut-être attention aussi au bruit, au son qu'il y a autour de nous, dans la pièce où nous nous trouvons. Et l'idée, la philosophie de la méditation, c'est d'accepter que la respiration soit là, ça c'est dur de faire autrement, d'accepter que les bruits soient là. Quand on médite et qu'il y a du bruit dehors qui nous dérange, de notre mieux, on essaie de faire avec, de se dire, ces bruits, ils font partie de la vie, donc qu'ils me plaisent ou non, ils sont là. Est-ce que je peux continuer d'être présent à mon exercice avec ces bruits dans les oreilles? Et puis, dans l'expérience qu'on est en train d'explorer, la respiration, les sons, il y a aussi nos sensations physiques. À cet instant, qu'est-ce que nous sommes en train de ressentir dans notre corps? Au lieu d'oublier ce qui se passe dans notre corps, c'est parfois intéressant d'oublier ce qui se passe dans notre corps, mais c'est parfois aussi intéressant de se rendre présent à tout ça. Et à ce moment-là, à cet instant-là que nous sommes en train de vivre, que se passe-t-il dans nos corps? Est-ce qu'il y a des sensations qui attirent notre attention? Est-ce que nous les jugeons agréables ou désagréables? Quelles pensées font-elles naître à notre esprit? Et c'est là qu'on voit aussi, vous voyez que la méditation, c'est pas de la relaxation. On ne cherche pas à se dire détends-toi, relaxe-toi, fais-toi du bien.
on cherche d'abord à se dire qu'est-ce que tu es en train de vivre et de ressentir. C'est pour ça que parfois, c'est compliqué de méditer parce que on rencontre dès le début un peu de stress, un peu de tension, un peu de douleur que nos distractions nous aidaient à oublier. Mais d'un autre côté, lorsqu'on apprend à méditer, c'est justement pour ça, pour s'entraîner à une autre façon de rencontrer ce qui nous dérange, les bruits qui nous dérangent, les sensations qui nous dérangent, les pensées qui nous dérangent aussi, puisque dans notre expérience, il y a des pensées. Donc vous voyez, on peut arrêter ce petit exercice très très bref, mais l'idée de la méditation, c'est on s'arrête et on se rend présent. Et on prend conscience de ce qui est là, que ça soit agréable ou désagréable, ou plutôt que ça nous semble agréable ou désagréable dans l'instant. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on a un peu d'entraînement, la méditation va nous être très très utile, parce que finalement, quand on y réfléchit, la façon habituelle que nous avons de réagir à nos douleurs, à ce qui nous fait souffrir, c'est soit de tenter de le fuir, soit tenter de penser à autre chose en travaillant, en téléphonant, en nous distrayant. Et c'est très bien. C'est vraiment c'est parfait. Hein. Si, lorsque je ressens des douleurs, le fait de parler à un proche, ou le fait d'aller marcher dans la nature, ou le fait de regarder une série à la télé m'aide à mieux les supporter, voire m'aide à l'oublier, c'est parfait. Mais ça ne marche pas toujours, évidemment. Sinon, l'autre option qui est fréquente lorsqu'on souffre, que ce soit des douleurs physiques ou psychologiques d'ailleurs, c'est de se noyer. Alors ça, ce n'est pas un vrai choix, mais on est submergé, recouvert par la souffrance, on la rumine, on la ressasse, on se sent malheureux, on se sent impuissant, on a un sentiment d'injustice, pourquoi on a ces douleurs que les autres n'ont pas, pourquoi ça recommence, qu'est-ce qu'on va devenir. Et c'est souvent nos souffrances et nos douleurs plus fréquentes. Et cesser d'explorer la méditation, c'est une sorte de troisième voie qui consiste en quelque sorte à, de temps en temps, on ne peut pas faire ça toute la journée, mais s'arrêter et accepter que la douleur soit là, accepter sa présence, un peu comme les bruits qui nous dérangent ou les pensées qui nous dérangent, et se dire, ok, comment elle se manifeste en moi? C'est à quel endroit dans mon corps? Comment ça se passe quand j'essaie de respirer avec cette douleur, de lui permettre d'être là? Quel genre de pensée elle fait naître à mon esprit? Est-ce que finalement, ces pensées, il faut que je les suive, hein. Par exemple, si j'ai une douleur, au moment où je fais l'exercice de méditation, souvent je me dis « Ah là là, je ne vais pas pouvoir finir l'exercice, ça fait trop mal ». Et puis j'essaie de me dire « Bon, ok, mais si ça fait trop mal, j'arrêterai l'exercice. Mais est-ce que je peux prendre un tout petit instant pour respirer un peu avec cette douleur, pour voir qu'est-ce que ça fait de rester avec elle ?» Ça paraît très simple, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que c'est inhabituel, on n'est pas habitué à procéder comme ça. Ça n'est pas facile, ça n'est pas simple parce que c'est inconfortable. Et en général, on n'aime pas ce qui est inconfortable, c'est normal, mais parfois on n'a pas le choix. Donc ça, c'est des côtés un peu déconcertants, vous voyez, de la méditation. Et pour résumer finalement notre façon de parler des rapports de la méditation et de la douleur, ce qu'on a l'habitude de dire quand on travaille avec des patients, qu'on leur apprend la méditation, mais Françoise tout à l'heure pourra raconter ça de l'intérieur, c'est de leur dire la douleur, c'est comme un bruit qui nous dérange. On ne peut pas l'empêcher d'être là. On ne peut pas l'empêcher d'être là, ou en tout cas, on ne peut pas l'empêcher juste avec notre esprit. Il y a des médicaments, heureusement, qui nous soulagent et ils sont les bienvenus quand la douleur est trop forte, mais par la seule force du mental, on ne peut pas empêcher la douleur. Par contre, ce sur quoi on peut travailler,
c'est la souffrance. Et ce qu'on appelle la souffrance, c'est les conséquences psychologiques de la douleur. Et je reviens à l'exemple du bruit. Si pendant que vous méditez, vous entendez un bruit de marteau-piqueur ou de perceuse dans l'endroit où vous méditez, ce bruit, vous ne pouvez pas le faire cesser tout de suite. Il est inévitable, vous devez accepter sa présence. Par contre, ce sur quoi vous avez un petit contrôle, c'est tout ce que vous vous dites sur ce bruit. Si les pensées qui prennent de la place à votre esprit, c'est ça recommence, j'ai pas de chance, pour une fois que je veux méditer, voilà, ce bruit me dérange et m'empêche, et puis c'est toujours comme ça dans ma vie, chaque fois que je veux faire un truc, je veux me faire un petit plaisir, il est gâché par l'environnement. Là, on s'inflige une double peine, ce qu'on appelle une double peine, c'est le bruit nous dérange, et en plus, on rumine, on ressasse, on laisse à notre esprit tout un tas de pensées qui aggravent encore la situation. Si par contre, on arrive à se dire, c'est pas facile, si on arrive à se dire, ok, bon, le bruit, il est là, pour l'instant, je peux rien faire contre lui, moi, je vais juste essayer de faire que toute mon attention ne soit pas focalisée sur ce bruit, que le bruit n'occupe pas tout mon esprit. Je vais lui laisser une petite place, je ne peux pas faire autrement, mais je vais essayer aussi de prêter attention à ma respiration en même temps. J'entends le bruit ou je ressens la douleur, mais j'essaie aussi de me rendre présent à ma respiration. J'essaie aussi de me rendre présent à tout ce qui se passe dans mon corps, qui n'est pas seulement la zone douloureuse, mais tout le reste de mon corps. J'essaie aussi de me rendre présent à tout ce qui se passe autour de moi. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de pleine conscience. Quand on souffre, notre conscience, notre attention se rétrécit sur la douleur. Si j'ai très très mal, plus rien n'existe que ma douleur. Si j'ai très mal aux dents, je m'en fous complètement qu'il fasse beau. Ça coupe un petit peu. Il n'y a que la douleur qui occupe mon esprit. C'est bon? Oui, ça va couper un petit peu. Ça va mieux? Oui. Désolé, hein, il y a des petites coupures, j'ai l'impression. Et ce qu'essaie de nous aider à faire la méditation, c'est que nous arrivions à élargir un peu autour de la douleur. Et c'est un peu à l'image de notre vie. Quand je souffre d'une maladie chronique, je ne peux pas supprimer cette maladie, malheureusement. La médecine, ne peut pas toujours supprimer cette maladie et ses symptômes. Et là, j'ai en quelque sorte deux options. Soit je résume ma vie à la maladie et je ne suis plus qu'une personne malade, soit j'accepte cette maladie, je ne peux pas faire autrement de toute façon, mais j'essaie de faire qu'il y ait d'autres choses dans ma vie que la maladie. J'essaie d'être une personne malade et vivante, et active, et intéressée, etc., etc. Et ça, finalement, c'est ce à quoi essaie de nous entraîner la pleine conscience, la méditation. Ce n'est pas forcément facile, mais c'est très passionnant de voir comment ces exercices qui n'ont l'air de rien, on s'assied, on se pose, on observe ce qui est là, et puis on essaie de se rendre présent à ce qui est là en élargissant sa conscience à l'ensemble de ce qui se passe, et pas seulement à ce qui nous dérange ou à ce qui nous fait mal. Eh bien, ces petits exercices, l'air de rien, peuvent transformer notre rapport à la maladie et à la vie. Donc voilà un peu le principe, hein. J'espère que j'aurai réussi à le rendre clair. Après, très concrètement, puis je vais m'arrêter de parler pour qu'on puisse discuter, la méditation, ça s'apprend, on l'a dit, en 2 mois, hein. C'est un enseignement durant lequel on voit les patients en groupe à peu près 2h30 par semaine, 2 heures, 2h30, et on leur apprend tout un tas de petits exercices qui ressemblent à ce qu'on vient de voir. Et puis, après, on leur demande de faire ça chez eux, évidemment, presque quotidiennement, le matin, de prendre un peu de temps pour méditer,
Et puis plusieurs fois dans la journée, de s'arrêter, de se poser et de prendre 2-3 minutes pour se rendre présent à ce qu'ils sont en train de vivre. Donc c'est tout un petit enseignement comme ça qu'on essaie de transmettre aux personnes qu'on a sur nos groupes de formation à la méditation. Donc voilà un peu pour les grandes lignes. Je ne vais pas parler trop longtemps, mais évidemment, je suis prêt, et avec mes collègues, à répondre à toutes vos questions à ce sujet. Alors Christophe, j'ai effectivement une première question qui, à mon avis, est déjà très intéressante et surtout très importante pour, je pense, pour les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique, puisque une personne demande finalement si avec la méditation et avec ce que vous avez décrit au cours de la méditation, on ne pourrait pas avoir une sorte d'effet paradoxal finalement et que finalement la douleur vienne prendre plus de place que le reste des sensations et donc au final on pourrait se sentir finalement moins bien. Est-ce que ça ne pourrait pas être une difficulté que pourraient rencontrer les patients ou les personnes atteintes de rhumatisme inflammatoire chronique? Alors, je ne sais pas si j'ai tout entendu, mais en gros, ce que j'ai compris, c'est que la question, c'est est-ce que la méditation ne peut pas aggraver, puisque je prête attention à ce que je ressens? Il peut pas y avoir une perte de contrôle ou voilà, une perte de contrôle et que les douleurs ne soient pas décuplées finalement? Oui. Alors, c'est vrai que la méditation, ça n'est pas un outil anodin. Et avant d'apprendre à méditer à des personnes, à des patientes, à des patients, on les rencontre avant. On discute avec eux, on voit où ils en sont. Et c'est vrai que ce qu'on dit souvent, c'est que si je suis trop anxieux, trop déprimé, si je suis dans une phase de mes souffrances qui est trop violente, trop forte, ce n'est pas une bonne idée de méditer. Ce n'est pas une bonne idée parce que à ce moment-là, c'est trop difficile. Finalement, la méditation, je peux m'en servir, c'est un outil que je peux apprendre à un moment où je ne suis pas dans un état de souffrance et de détresse trop grand. Voilà. Ceci dit, même quand Il y a une coupure. Christophe, n'est-ce pas forcément être agréable parce que... Je ne vous ai pas entendu sur les 30 dernières secondes, je suis navré. Ouais, je suis navré moi aussi que ça soit passé. On est nombreux aujourd'hui, c'est pour ça. Alors, vous m'avez entendu jusqu'à quand à peu près? Jusqu'au fait que ce n'était pas toujours agréable? Voir si vous écoutez bien. C'est ça. Et ceci dit... Non, ceci dit, même quand les personnes sont prêtes à apprendre et sont prêtes, vont plutôt pas trop mal, c'est douloureux de méditer parfois. Moi, le matin, quand je suis dans des périodes de ma vie où c'est compliqué, où j'ai des soucis, je me mets sur mon petit banc de méditation et le premier truc qui me prend à la gorge, c'est les soucis qui viennent frapper à la porte, qui viennent me tirer par la manche, qui me disent, tu vois, tu as tous ces ennuis, regarde ce que ça fait à ton corps. Bon. Et donc, l'idée de la méditation dans ces moments-là, c'est de dire, ok, j'ai ces soucis, ils sont là, j'ai ces souffrances, elles sont là. Est-ce que je peux prendre un instant pour les accueillir? Alors c'est un truc très bizarre, hein, puisque dans notre esprit, l'attitude à adopter face à la souffrance, c'est plutôt les faire diminuer, les repousser, ne pas les accueillir. Et là, la méditation, elle nous dit l'inverse. Elle nous dit finalement, permets-leur d'être là, regarde dans quel état ces douleurs, ces difficultés te mettent, reste avec ça, respire avec ça, et essaie de voir si tu peux quand même continuer avec cette histoire-là. Très sincèrement, une fois de plus, c'est pas si facile. C'est pour ça que c'est mieux d'apprendre à méditer en groupe, avec des gens peut-être dont certains ont une petite expérience, qui peuvent dire comment finalement cette attitude paradoxale qui est d'accepter de souffrir peut nous aider à moins souffrir au bout d'un certain temps, à faire que
notre attention ne soit pas toute prisonnière de la souffrance et puisse se redistribuer dans d'autres directions. Donc oui, pour répondre à la question, c'est vrai qu'au début, ça peut être compliqué, ça peut être douloureux. Il y a même des gens chez qui ça déclenche des crises d'angoisse et c'est pour ça, une fois de plus, que c'est important de rencontrer d'abord un soignant qui fait connaissance avec nous, qui peut nous dire, comme il a l'habitude, oui, c'est une bonne idée en ce moment ou non, en ce moment, il y a d'autres choses à faire et la méditation viendra peut-être après. On retiendra en tout cas qu'effectivement, ça peut être difficile et qu'il faut bien être accompagné finalement. J'ai une autre question également très intéressante. Décidément, vous allez voir qu'il y a beaucoup de questions pointues là pour le coup. En fait, quelqu'un se demande finalement si on a beaucoup parlé, enfin vous avez en tout cas beaucoup parlé d'acceptation. Si la personne a accepté la maladie, accepté les douleurs, à quoi peut encore servir la méditation dans ce cas précis? Voilà. Alors, je ne sais pas, Françoise veut peut-être répondre parce que là, on est plusieurs experts quand même. Vous voulez intervenir, Françoise, ou plus tard? Oui, très bien. Alors, voilà, moi, j'ai rencontré il y a une dizaine d'années Christophe André. J'ai fait partie d'une session de 8 semaines et j'étais vraiment pas bien, ni moralement, ni physiquement. Et ça m'a tout de suite parlé, c'est-à-dire, où moi j'ai été très très bien dans ces groupes. Et en plus, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tous les soignants, alors Christophe André, il y avait d'autres soignants qui étaient là, vous acceptaient tel que vous étiez et puis se mettaient à notre niveau. Donc, il y avait pas, c'était absolument extraordinaire. Quant à la douleur et à la méditation, moi j'ai une pratique, c'est-à-dire que quand j'ai vraiment très très mal, je rentre, alors évidemment il y a la respiration, et je rentre dans ma douleur. J'essaye de voir à quel endroit vraiment ça fait mal, si ça bouge, si ça revient. Je l'apprivoise. Et j'ai tout de suite accepté, après cette session, j'ai tout de suite accepté ma maladie, ce qui a été beaucoup plus facile pour moi. Et donc, moi, je rentre dans la douleur. Voilà. Alors que ce soit la douleur physique ou que ce soit la douleur morale, j'ai perdu des êtres très très chers il n'y a pas très très longtemps. Et je dois avouer que j'écoutais à ce moment-là les méditations, enfin les tutos de Christophe André. Je ne vais pas vous dire que ça s'est très bien passé, c'est pas vrai, mais ça m'a fait accepter. Et je m'endormais le soir parce que je me disais, mais comment je vais dormir, comment je vais appréhender tout ce qu'il y a à appréhender dans un enterrement, dans une mort. Et en plus, dans ces moments-là, vous avez la maladie, il y a un effet rebond, donc ce qui n'est pas facile. Et donc, la méditation, je me dis, bon, voilà ce qui se passe, de toute façon, c'est là, c'est bien là, je ne peux rien faire d'autre que d'accepter. Alors, c'est vrai que c'est facile à dire comme ça, mais ce n'est pas facile à faire. Et en méditant 1 ou 2 fois, quand vous êtes vraiment en crise, je rentre dans mes douleurs physiques, je rentre dans mes douleurs mentales, et ça permet d'accepter. Mais je pense qu'effectivement, ce n'est pas très facile et qu'il faut avoir fait, bon, moi, la session de 8 semaines m'a été vraiment très, très importante. Et ensuite, eh bien, si ça calme vos douleurs, si ça calme vos douleurs mentales ou physiques, vous avez plein de choses dans la vie, ça ne va jamais très très bien tout le temps. Donc, vous vous mettez et vous vous apaisez, ça apaise. De méditer tous les jours, moi je sais que ça apaise. Voilà, donc vous savez, il y a toujours en méditant dans la vie, dans le courant de la vie, il y a toujours plein de choses qui ne sont pas très agréables. Et je pense que la méditation est une bonne chose. Alors, je rajoute aussi que j'ai couplé la méditation et l'auto-hypnose et que lorsque l'on intervient sur moi à l'hôpital, dans des actes pas vraiment très, très agréables, je commence en méditation. Voilà. Et après, je pars en auto-hypnose
Et alors là, ça a permis de régler plein de choses. Voilà. Et je dirais, alors là, je le dis, je l'ai déjà dit, que dans mon panthéon personnel, Christophe André est le premier. Voilà. Christophe, merci beaucoup Françoise pour votre témoignage. Merci Françoise. Si je peux compléter ce que vient de dire Françoise, cette histoire d'acceptation, il y a souvent un malentendu, c'est-à-dire beaucoup de personnes ont l'impression qu'on leur dit c'est important d'accepter la maladie, c'est comme si on leur disait soumettez-vous, écrasez-vous, taisez-vous, ou même réjouissez-vous, c'est-à-dire accepter, ça ne veut pas dire c'est bien d'être malade, ça veut dire c'est là, la maladie est là, j'ai prévu de faire un pique-nique avec des amis, il y a un gros orage, il pleut. L'acceptation, c'est pas de se dire ah ben chouette, ça gâche la fête, c'est de se dire ben il pleut donc qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je m'adapte à ça? Et puis par rapport pour revenir aussi à quelque chose qu'évoquait Françoise, le travail qu'on fait par rapport à la douleur, ou quand elle parlait de sa manière d'affronter les difficultés, c'est souvent, on compare souvent la méditation à un travail de déconstruction. C'est-à-dire que la douleur, elle me tombe dessus comme un gros bloc, et dans ce bloc, il y a à la fois les sensations physiques, les pensées de découragement, le fait que je me recroqueville sur tout ça, que je suis plus présent au reste. Et le travail de méditation, c'est un travail de déconstruction. On se remet à se dire, ok, alors il y a la sensation, à quel endroit elle est, comment elle se passe, quel genre de pensée elle fait naître. Est-ce que je peux lui permettre d'être là et respirer, ouvrir ma conscience à tout le reste? Et c'est vrai que ça paraît tout bête, mais c'est très, très, très précieux de répéter ce type de travail parce que plus ça va aller, plus il va être efficace lorsqu'on souffre. Alors Christophe, justement, on a eu par email une question sur avez-vous des conseils par rapport au fait de se dire qu'on ne guérira pas, qu'il faut vivre avec? C'est agaçant de recevoir des conseils quand on a une maladie chronique, mais c'est peut-être une expérience. D'abord, une expérience personnelle. Moi, j'ai des problèmes de santé qui ne me quitteront pas, donc je peux voir un petit peu de loin, sans doute, ce que ressentent certains patients. Je crois que globalement, il faut se rappeler ce qu'est la condition humaine. La condition humaine, en gros, on vient au monde, on souffre et on meurt. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Heureusement, il n'y a pas que ça dans notre vie, il n'y a pas que la souffrance, il y a aussi des moments de bonheur, des moments où la souffrance s'allège, des moments où l'adversité recule. Et donc j'étais en train de vous dire, voilà, toute vie humaine comporte une part de souffrance, d'adversité qui est incompressible. On va tous y passer, on va tous être malades, on va tous souffrir et ce sera visible ou non. Le problème des maladies chroniques, c'est que psychologiquement, ça va faire venir en nous tout un tas d'émotions douloureuses, de la colère, voilà, d'avoir hérité de cette maladie, un sentiment d'injustice aussi, pourquoi nous et pas les autres, de la peur sur ce qu'on va devenir, de la tristesse par rapport à tout ce qu'on ne peut pas faire à cause de la maladie. Et ça, on ne peut pas faire autrement que de voir ces émotions douloureuses être présentes à certains moments. Ce qu'on peut faire ou essayer de faire, c'est de se dire, ok, voilà, je ressens ces choses-là, mais j'ai peut-être une marge de manœuvre pour, tout en sachant que la souffrance, elle ne sera jamais trop loin, les émotions douloureuses ne seront jamais trop loin, pour moi, rester relié à toutes les autres choses de ma vie. Faire que ma vie ne se résume pas seulement à cette souffrance, ne pas être, une fois de plus, comme on le disait tout à l'heure, seulement une personne malade, mais une personne vivante qui est malade, mais qui aussi est quelqu'un de vivant, qui a envie de vivre des expériences, etc. Et
ce qui est dur, c'est de tenir ce travail sur la durée. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas rester seul. C'est pour ça que les patients qui nous aident à affronter la maladie, que les soignants qui nous aident à affronter la maladie, que les patients avec lesquels on partage, qui permettent qu'on se sente moins seul, jouent un rôle énorme. Il n'y a rien de pire dans la maladie chronique que de se sentir abandonné, que de se sentir seul, que d'avoir des soignants qui ne nous réconfortent pas, que d'avoir l'impression finalement que ce malheur ne concerne que nous, etc. On a eu justement des questions vis-à-vis des relations aux autres et des émotions que ça pouvait provoquer chez certains patients. Donc, une personne nous a témoigné son incompréhension, son désarroi dans ses relations avec les autres concernant le non-respect des mesures barrières dans le contexte très particulier de la Covid-19, compte tenu de sa vulnérabilité et celle de ses proches, quelqu'un qui a un cancer, une personne âgée, Gougerot. Et même plus loin, il se demande quel constat fait le spécialiste face à cet égoïsme, à ce détachement des sociétés occidentales. Je fais le même constat que la personne qui pose la question. On regrette beaucoup. Alors c'est vrai, elle a raison, c'est vrai que le note d'un point de vue sociologique, c'est tout de même que les comportements un peu égoïstes, un peu narcissiques, un peu moi-je, sont en augmentation. Mais ce qui est important, c'est aussi une question de regard quand même. Je comprends qu'on soit révolté par les personnes qui ne respectent pas des choses très simples et pas très contraignantes finalement, quoi. Le masque, l'hygiène des mains, la distance sociale. Il ne faut pas rigoler, quoi. C'est pas non plus le bagne ou la dictature, c'est des contraintes, mais bon, voilà. Et c'est agaçant de voir qu'il y a des gens qui s'en foutent, qui, au nom de personnes vulnérables. Pour autant, là encore, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant en psychologie positive. C'est important de ne pas se focaliser que sur ce qui ne va pas. Il y a aussi plein de gens qui portent le masque, plein de gens qui font attention, et heureusement, une majorité de gens et d'entre nous et de citoyens sont attentifs. C'est vrai que quand on regarde autour de nous, la majorité des personnes ont compris que porter le masque, protéger les gens vulnérables, etc. Donc, je crois que c'est bien pour notre bien-être et pour notre confort personnel de se rappeler que notre cerveau, il est plutôt attiré par ce qui va mal, il est plutôt attiré par les problèmes, on se focalise un peu plus volontiers sur les problèmes et on a un petit effort à faire toujours pour voir aussi ce qui va bien, aussi les choses réconfortantes. C'est voilà un peu ce que je répondrai. Mais je suis moi aussi victime parfois de ces agacements par rapport aux gens qui ne portent pas le masque, mais je me dis, ok, alors dis-leur si besoin, mais pense aussi que beaucoup de personnes font ces efforts et que ça, c'est chouette. Merci Christophe. On a eu d'autres questions également sur les techniques psychocomportementales. Quelles sont les différences entre les méthodes de relaxation, méditation, Douyin, Qigong? Est-ce que la méditation peut aider dans le traitement des TOC, troubles obsessionnels compulsifs, en lien avec la maladie? Et serait-il possible de faire entrer ces techniques à l'hôpital dans le cadre d'éducation thérapeutique, par exemple? Alors, il y a trois questions différentes dans cet ensemble. Donc, la première, c'est vrai que entre la méditation, la relaxation, la sophrologie, le tai chi, l'auto-hypnose, la méthode Vitos, il y a beaucoup de démarches qui sont cousines finalement. L'idée de toutes ces démarches, c'est d'attirer notre attention sur l'importance d'être attentif au rapport qui existe entre notre corps et notre esprit. Souvent, on oublie ces choses-là. Souvent, on se vit comme des purs esprits. Et notre corps, au fond, il nous sert d'outil pour nous déplacer d'un endroit à un autre, pour nous procurer du plaisir, etc. Mais en fait, heureusement pour nous, c'est beaucoup plus riche que ça. On sait très bien que notre esprit
influence notre corps. On sait que le stress, par exemple, a un impact sur notre corps. Non seulement il donne des choses observables, des colites, des oppressions, des choses comme ça, mais le stress, par exemple, perturbe notre immunité, fait qu'on tombe plus facilement malade, on attrape plus facilement des rhumes, on a des études scientifiques montrant ça, et inversement. Notre corps influence notre esprit. C'est-à-dire si notre corps est fatigué, si notre corps est épuisé, si on n'a pas assez dormi, eh bien notre esprit est stressé, abattu, etc. Donc toutes ces disciplines, méditation, relaxation, auto-hypnose, sophrologie, tai chi, etc., yoga bien sûr, sont des disciplines qui nous apprennent à nous rendre présents à notre corps, à observer les rapports entre notre corps et notre esprit de manière très régulière. Et ça, c'est une des explications du bien qu'elles font toutes à notre santé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la méditation parce que la méditation dispose de beaucoup d'études scientifiques montrant son efficacité, mais on a aussi des études pour le yoga, pour l'auto-hypnose, pour le tai chi même, donc ces espèces de mouvements très très lents qui sont destinés selon les Chinois, à mieux faire circuler nos énergies, mais en tout cas, à mieux habiter notre corps, à mieux l'apaiser, etc. Donc, ce sont des disciplines voisines et au fond, moi, ma conviction personnelle, c'est que le plus important, c'est d'être avec un praticien avec qui on se sent bien. Vaut mieux faire de la sophrologie avec un bon sophrologue qui nous comprend, qui est attentif, etc., que faire de la méditation avec un mauvais instructeur de méditation qui est hyper stressé, qui est dispersé, qui regarde son portable pendant les séances, etc. Voilà, c'est plus la relation avec le soignant peut-être que la méthode en elle-même. Enfin, je caricature, mais c'est important aussi. Après, la question que vous posiez sur les TOC, oui, la bonne thérapie du TOC, ce n'est pas la méditation. La bonne thérapie du TOC, c'est la thérapie comportementale. Quand on ajoute la méditation à la thérapie comportementale, alors on a des résultats encore meilleurs. Mais c'est vraiment la thérapie comportementale qu'il faut proposer aux gens qui ont un TOC. Et le troisième point, j'ai oublié ce que c'était. Alors, du coup, c'est peut-être plus pour l'équipe de rhumatologie. Serait-il possible de faire entrer ces techniques à l'hôpital dans le cadre d'éducation thérapeutique, par exemple? Je pense que Hélène, du coup, tu peux peut-être nous répondre, parce que finalement, c'est ce que tu proposes déjà. Alors, c'est des techniques qui arrivent doucement mais sûrement à l'hôpital. Alors, je vais parler pour notre service. C'est vrai que dans le cadre des ETP visage, on propose un atelier gestion du stress où nos patients ont la possibilité de goûter, d'expérimenter un exercice de méditation de pleine conscience. Et puis, c'est une technique qu'on propose aussi en individuel pour les patients hospitalisés, enfin pour certains patients hospitalisés, donc ça existe déjà. Et puis, on est en train de voir pour proposer ça aussi aux soignants, parce que des soignants qui vont bien seront, je suis convaincue, des soignants plus disponibles dans cette relation vraiment finalement intime avec le patient, d'échange, de conseils, de partage. On est dans une relation de personne humaine à personne humaine en fait. On enlève un peu cette casquette de soignant en blouse pour être vraiment dans quelque chose de très intime avec le patient. Alors sinon, pour une autre thématique complètement différente, vous disiez tout à l'heure, Christophe, vous parliez de l'immunité. On a eu justement plusieurs questions concernant cela. On pourrait résumer en, y a-t-il un impact de la méditation sur l'immunité ? Auriez-vous des conseils à nous donner spécifiques aux maladies auto-immunes ou à la polyarthrite rhumatoïde ? Est-ce que la méditation de pleine conscience renforce notre système immunitaire et pourquoi ? Oui, ça, on a beaucoup d'études passionnantes qui montrent que la méditation a un impact biologique. C'est-à-dire, on comprend bien que ça puisse avoir un impact psychologique, c'est-à-dire nous rendre plus résistants face au stress, faire que la douleur nous stresse moins, que la douleur nous envahisse moins fortement, mais le fait que ça puisse avoir un impact sur la biologie, que ça puisse modifier
Ah, là, la coupure dure plus longtemps que les précédentes. Finalement, on devrait faire une petite page de publicité. Alors, le dernier livre de Christophe Voilà, André. j'en profite. J'ai vu qu'il y avait une question sur ce qu'est l'auto-hypnose. Donc, je profite de cette petite pause pour vous dire que si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aborder aussi la technique de l'hypnose, c'était une thématique qu'on pensait vous proposer d'aborder prochainement sur un prochain live, surtout qu'on a quand même la chance d'avoir avec nous un hypnothérapeute qualifié. Donc voilà, ce sera peut-être lui notre guest star la prochaine fois et je m'occuperai du chat. Je crois que Christophe est revenu. Parfait. Oui, je suis désolé, je ne sais pas, je disparais comme ça. Non mais on est comme sur CNews quoi, on arrive à combler et tout, c'est magnifique. Comme un fantôme. Oui, ce que je disais, je crois que ça s'est interrompu à ce moment-là, c'est qu'on a des études biologiques montrant que la méditation agit au niveau cellulaire, c'est-à-dire ça diminue les variables inflammatoires. Ça, dans certaines études, on montre que réactive est abaissée chez les gens qui méditent régulièrement. On a aussi des études montrant que la méditation, alors régulière, vraiment, là, c'est pas 5 minutes par-ci par-là, mais méditer quotidiennement, suffisamment longtemps, va améliorer presque toutes les variables immunitaires, que ce soit l'immunité cellulaire ou l'immunité humorale. Hein. Donc, ça s'explique tout simplement par les effets sur le stress et sur les émotions. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on sait depuis très longtemps, c'est que le stress, ce n'est pas juste un phénomène mental, mais c'est aussi un phénomène biologique. Et que lorsque je suis soumis à des situations stressantes répétées, ou bien lorsque ma vie comporte des facteurs de stress, les maladies chroniques sont un facteur de stress. C'est pour ça que c'est important de prendre soin de mon mental lorsque je suis porteur d'une maladie chronique. Il ne faut pas juste que je m'occupe de mon corps, mais aussi de mon esprit. Eh bien, le stress perturbe défavorablement l'immunité. Le stress me rend plus vulnérable à toutes les petites bestioles et les petites infections qui passent. Et inversement, toutes les méthodes, la méditation en fait partie, mais il y en a d'autres, qui m'aident à abaisser mon niveau de stress, à ressentir davantage d'émotions positives, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les études nous montrent qu'en méditant régulièrement, je prends conscience aussi de ce qui va bien dans ma vie. Je prends conscience des parties de mon corps qui vont bien, je prends davantage conscience des petits moments où il m'arrive des choses agréables, parce que je suis plus toujours focalisé sur ma souffrance et sur ma maladie, j'arrive à ouvrir mon esprit à tout le reste, donc ça me fait vivre des émotions positives, et on sait que les émotions agréables sont favorables à l'immunité. Et donc, comme la méditation diminue notre niveau de stress et élève notre capacité à ressentir les petites choses agréables, c'est ce mécanisme qui explique l'action biologique de la méditation. Ça paraît étonnant, mais le nombre d'études explorant et confirmant cette piste-là est vraiment aujourd'hui important et convaincant. Merci beaucoup, Christophe. On avait également beaucoup de questions sur l'expérience globale de la douleur. Vous l'avez bien traité tout à l'heure, donc je pense qu'on va faire vite sur cette thématique. Vous avez... Comment ? Est-ce que je peux poser également une dernière question à Christophe ? Alors juste peut-être, moi une dernière et puis toi une dernière, et puis comme ça on est bien. Comment aider un adolescent à gérer des douleurs chroniques quotidiennes, lui apprendre à se détendre ? Parce que finalement, on a parlé comment aller voir un petit peu nos douleurs, respirer dedans un petit peu, c'est ce que j'ai compris. On a également abordé qu'est-ce que ça pouvait provoquer chez soi, mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, par exemple un adolescent qui est en plus dans une période de vie pas facile, qu'est-ce que vous pourriez recommander pour cette personne ? Ouais, là on revient sur la question de l'acceptation. C'est vrai que c'est pénible quand on est adulte de devoir accepter
une maladie chronique. Alors quand on est ado, c'est encore plus compliqué parce que là, le sentiment d'injustice est très, très grand, très important. Et donc, c'est vrai que la première étape, c'est de voir comment l'adolescent arrive à faire une place, malheureusement, dans sa vie, à ses souffrances, à cette maladie chronique. Et je crois que là, il me semble que s'il y a un âge de la vie où les groupes de pairs, les groupes d'entraide, les groupes comme ceux que vous animez, là, ce travail d'ETP que vous faites, sont vraiment peut-être le plus important, c'est sans doute l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, on a un besoin terrible de ses semblables, de gens qui s'habillent comme nous, qui pensent comme nous, qui écoutent les mêmes musiques que nous pour nous faire du bien et nous rassurer. Donc, il n'y a pas de baguette magique, malheureusement. Je crois que ça, on va évoluer à son rythme dans ce travail d'acceptation de la maladie. Mais si on peut l'aider à rencontrer d'autres ados porteurs de cette pathologie, avec des soignants qui ont l'habitude, des gens comme vous, qui les aident à en parler, à échanger leurs conseils, c'est sans doute l'aide la plus considérable qu'on puisse leur offrir. Merci Christophe. Olivier, je te laisse la parole. J'ai fini avec mes mails. Tu peux faire le chat. J'ai une dernière question, mais qui me semble vraiment essentielle et qui est très pragmatique, puisque je souhaiterais que vous puissiez nous dire comment débuter finalement, où est-ce que je peux trouver des informations, des conseils pour méditer, pour commencer à méditer. Hélène, peut-être que tu peux nous dire, toi, un petit peu les pistes qu'on peut avoir. Je peux vous dire un petit peu comment moi j'y suis venue. Donc, au hasard de rencontres professionnelles, donc j'ai pu goûter la méditation et ça m'a tout de suite interpellée. Et j'ai voulu m'inscrire dans les fameux groupes dont parlait Françoise, mais il n'y avait pas de place tout de suite. Donc, la personne qui animait le groupe m'a conseillé d'acheter le livre de Christophe André, Méditer jour après jour. Donc, j'ai démarré avec le support audio qui est proposé avec ce livre, en attendant de pouvoir démarrer ce fameux protocole de 8 semaines. Donc, ça m'a permis en fait de préparer, de découvrir, d'avancer un petit peu avec cette technique. Et après, évidemment, je pense qu'il existe plein de supports. J'en ai préparé quelques-uns à vous proposer, mais évidemment, l'idéal étant, je trouve, de rentrer dans un protocole de 8 semaines. Il existe des applications grand public, dont vous avez sans doute entendu parler. Il y a Petit Bambou qui propose par exemple 8 semaines gratuites et puis après il y a des abonnements si les personnes veulent aller plus loin. Il y a d'autres applications similaires, il y a Headspace, il y a Mind par exemple. Sinon, sur Internet, vous avez des sites qui sont vraiment très, très bien faits avec deux des protocoles. Il y a le protocole MBCT, c'est pour la gestion du stress, donc c'est un protocole en 8 semaines. Il y a un autre protocole qui s'appelle MBSR. Pardon, MBSR, c'est pour le stress. MBCT, c'est associé avec des thérapies cognitives. Donc, c'est en 8 semaines aussi. Donc, vous avez le site que vous trouvez en tapant MBCT France ou MBSR France sur Internet. Il y a des supports audio qui sont proposés, puis des articles, des explications. Et puis, dans les livres, on a parlé évidemment des livres de Christophe. Je vous en conseillerais 2 autres, avec un qui m'est fétiche, vraiment très en lien avec le live que nous venons de faire. Il s'appelle « Étreindre votre douleur, éteindre votre souffrance ». Ce livre est très accessible et à la fois vraiment très très riche, a été écrit par Stéphanie Pellissolo. Donc, il reprend ce protocole de travail de comment soulager de la douleur à la souffrance. Donc, vraiment, je vous le recommande. Sinon, il y a tous les livres de Jon Kabat-Zinn. Un des plus accessibles s'appelle « Où tu vas, tu es ». Donc, que je vous recommande aussi. Après, il y a énormément de choses, mais ceux-là sont accessibles et très, très bien faits. Ça peut permettre déjà de démarrer en toute autonomie et puis après de voir si l'envie vous dit de vous inscrire dans un groupe. Donc, pour ce travail de 8 semaines. Donc, c'est 8 semaines
je développe en attendant Christophe. Je suis là normalement. Ah bah, bravo. je vous laisse la parole, Christophe. Merci beaucoup. Non, mais c'était super. L'idée, c'est quoi? C'est de donner des recommandations de lecture? Là, j'ai raté, évidemment. C'était comment commencer, comment commencer à méditer? Donc, on a parlé de support audio, oui. de site internet et puis de livres. C'était super. Là, vraiment, sur Internet, il y a plein de choses, plein de méditations guidées, filmées. Le livre dont vous parlez, là, je l'avais préparé. Celui de Stéphanie Orr, très, très bien, effectivement. Mais ce qu'on pourra faire, c'est peut-être envoyer une bibliographie écrite, si vous avez le moyen d'envoyer des mails à tout le monde, faire passer des petits articles, une liste de bouquins, ça c'est... Mais en tout cas, il y a du matériel. Aujourd'hui, autant il y a 20 ans, il n'y avait pas trop de choses. Là, aujourd'hui, il y en a presque trop. Et d'ailleurs, c'est un problème parce qu'on est un peu perdu. On ne sait pas vers quoi se tourner. Donc, dans ces cas-là, voilà, c'est à ça que peut servir la liste qu'on va vous faire passer. Oui. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors je me disais au fur et à mesure là, que je voyais ces problèmes techniques, mais de toute façon c'est pas grave, on les accepte et on garde notre bonne ambiance. Et finalement, je pense qu'on a quand même réussi à entendre plein de choses. Moi, je retiens beaucoup cette idée de la dichotomie entre la douleur et la souffrance. Et c'est vrai qu'on est, nous, beaucoup confrontés aux difficultés des gens qui, finalement, on a beau essayer de les soigner aussi, mais on n'a pas toujours un succès, ou en tout cas pas toujours un succès à 100%. Et je pense que l'esprit dans cette spécialité en rhumatologie, c'est qu'on reste là pour accompagner les personnes que l'on accompagne dans leur maladie, pour essayer de trouver les traitements les plus efficaces d'un côté et aussi de les aider à vivre avec cette douleur résiduelle qui est parfois difficile à contrer. Et donc faire que cette douleur ne soit pas une souffrance, je trouve que c'est un beau message. Et voilà, donc merci beaucoup. C'était très intéressant pour moi. Je ne sais pas si mes collègues et nos patients ont d'autres choses à ajouter. En tout cas, je remercie aussi tous les participants qui sont venus écouter ce direct. Et puis, on mettra bien sûr la vidéo en rediffusion.